Bonjour à toutes et à tous, ravi d'être avec vous pour ce nouvel épisode, neuvième épisode déjà, où nous prendrons encore une fois plaisir à mettre en avant une personnalité qui évolue dans le milieu du football. Et ici, l'entre-deux, entre le milieu du football amateur et bientôt peut-être le milieu professionnel. On en discutera en tout cas avec notre invité. Comme toujours et comme chaque semaine, n'hésitez pas si vous avez des coups de cœur, des coups de gueule, des messages à adresser à la communauté. Utilisez-nous, on est là pour ça évidemment, donc que ce soit sur les réseaux sociaux ou par mail, je le rappelle, footamateurtv@gmail.com et n'hésitez pas à vous abonner à notamment notre chaîne YouTube Foot Amateur TV pour ne rien manquer des futures vidéos. Voilà pour la partie basique, on enchaîne rapidement, je ne vais évidemment pas la faire attendre plus longtemps et on va accueillir tout de suite notre invité juste après ce petit jingle. Je suis ravi d'accueillir aujourd'hui Sylvie Dekers. Bonjour Sylvie, comment vas-tu et est-ce que tu m'entends? Bonjour Julien, oui, je t'entends, c'est parfait. Eh bien voilà, ravi que tu sois avec nous aujourd'hui Sylvie. Je le rappelle très rapidement, tu es arbitre à CFF. Pour l'instant, la seule arbitre centrale francophone à siffler en score Super League notamment. Et tu es également joueuse à l'Union Sicilienne en P2 luxembourgeoise. C'est exact. Et ben voilà, bienvenue parmi nous Sylvie. Ravi qu'on puisse discuter un petit peu ensemble évidemment du milieu de l'arbitrage. J'en avais parlé encore un petit peu la semaine passée avec le coup de cœur qui était dédié à cette campagne que tu as certainement vu passer. Campagne arbitre premier supporter du match du Panathlon Wallonie-Bruxelles. Donc voilà, on se fait fort de mettre en avant tout type de profil dans le milieu et du milieu football amateur particulièrement. Donc ravi qu'on mette en avant une arbitre aujourd'hui. Donc on rentre dans le vif du sujet, Sylvie. On va passer un petit peu moins d'une heure ensemble à discuter foot et à parler aussi de ton parcours. Apprenons-en un petit peu plus sur toi. Raconte-nous un petit peu en tant que passionné de football, comment tout ça a démarré. Alors, j'ai démarré le foot, j'avais 5 ans et demi parce que mon frère, qui était plus âgé que moi, a commencé le foot. Et donc, j'ai demandé à mes parents pour pouvoir faire du foot. Donc, j'ai eu plus de mal à convaincre maman que papa, ça Ah c'est ben, vrai. je me permets, hein, Sylvie, j'allais déjà te le dire, ça il faut que tu nous l'expliques parce qu'on avait eu Clotilde Coden qui est joueuse au Sporting Club de Charleroi et qui travaille à la CFF aussi, qui nous avait parlé aussi de cette difficulté, de ses débuts dans le football et de l'acceptation de ses parents. Dis-nous un petit peu comment ça s'est passé ça. Finalement, papa a réussi à convaincre maman et c'est vrai qu'au départ, j'étais fort timide. Donc, maman s'est dit, ça va peut-être me faire sortir de ma timidité. C'était pas vraiment le cas quand j'étais encore petite, mais c'est vrai que maintenant, ça a bien évolué. Et donc, j'ai commencé à 5 ans et demi. Alors, uniquement les entraînements. Et en fait, j'étais jalouse de mon frère qui recevait à la fin de l'entraînement, en fait, la convocation où il était marqué l'heure du match de samedi. Ah, les fameuses Donc, convocations. voilà, oui. Donc, j'ai râlé. Et du coup, c'est comme ça que j'ai commencé à jouer dans les équipes de jeunes du côté de chez mes parents, donc en province de Liège. Puis après, vers 12 ans, j'ai arrêté parce que maman trouvait que c'était vraiment pas un sport de fille. Et donc là, j'allais entrer à l'école secondaire. Donc là, j'ai arrêté le foot. Et puis 3 ans plus tard, j'ai commencé un autre sport, donc le tennis. Et puis finalement, je suis retombée à mes premières amours du foot quand je suis allée après mon diplôme universitaire, donc quand j'ai fait mon doctorat à Leuven. Et donc là, j'ai migré plutôt vers le Brabant où j'étais donc dans le club de Nivelles et c'est là que j'ai recommencé. Maman était pas très contente. Et puis finalement, ça s'est bien repassé. Et professionnellement, après, je suis arrivée du côté de la province de Luxembourg. Donc là, j'ai changé de club. C'était plus facile aussi pour les entraînements. Et en fait, après 2, 3 saisons, on n'avait jamais d'arbitre officiel désigné, nous, au match féminin en provincial. Et donc, je me suis dit, tiens, pourquoi pas se lancer, pourquoi pas arbitrer des matchs quand on était plus pour ne pas laisser les coéquipières aussi sur le banc. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à aller suivre le cours d'arbitre et puis à passer le test qu'il fallait pour devenir arbitre. Et puis, c'est comme ça qu'on commence et puis voilà où on en Très bien. arrive Ben, écoute, aujourd'hui. on aura l'occasion d'en parler, hein, évidemment, un petit peu ensemble, et notamment en deuxième mi-temps, où on aura un petit peu de temps pour parler de l'arbitrage de manière un petit peu plus générale. Mais avant de clôturer ce petit dossier joueuse, parce que tu es toujours joueuse pour l'instant, dis-nous d'abord un petit peu quel type de joueuse es-tu? D'abord, quelle position tu joues? Alors, je suis assez polyvalente, donc j'ai déjà joué gardien de but, j'ai déjà joué libéraux,
J'ai déjà joué attaquant et là, pour l'instant, je suis redescendue plutôt dans le milieu. D'accord. Ah oui, donc tu as fait quasiment tous les postes finalement. J'ai fait quasi tous les postes, oui. D'accord. D'accord. Et qu'est-ce que tu retiens qu'est-ce que tu aimes le plus, on va dire, dans ton rôle de joueuse, si on parle de ce rôle-là pour l'instant? Bah, c'est surtout l'esprit d'équipe et de pouvoir jouer avec les autres. Moi, je vais dire, je suis pas une joueuse qui soit personnelle. J'aime pas de garder le ballon ni de dribbler trop souvent. Je préfère faire des passes et faire jouer les autres et d'avoir la bonne ambiance dans l'équipe. Ça, c'est le principal. D'accord. Et parle-nous un petit peu de ton club actuel, l'Union Sicilienne en P2 luxembourgeoise. Comment ça se passe là-bas? Ben, pour l'instant, bon, cette saison est un peu une transition parce qu'en fait, on a demandé exprès au comité provincial de redescendre de première provinciale la saison passée en deuxième provinciale parce que on avait beaucoup de joueuses qui sont reparties jouer en France. Donc, on était plus que 4 ou 5 du noyau de première provinciale à jouer. Donc, on s'est dit, bah, tiens, on va compléter avec une équipe, enfin, des, des mamans qui avaient décidé 2 ans plus tôt, suite à je pense, la Coupe du Monde féminine qui avait lieu en France, de faire du foot et de s'entraîner comme ça en même temps que nous, mais sur l'autre moitié de terrain. Et on s'est dit, bah, pourquoi pas compléter l'équipe et qu'elle puisse faire le pas vers bah, des matchs officiels. Elles ont accepté, donc on a reconstruit une équipe comme ça. Et donc nous, les anciennes joueuses de PA, bah, on essaye de les encadrer et de les faire progresser. Très bien. Mais donc vous avez recruté finalement dans les mamans, mais c'est un bon filon, hein. Des mamans dans les clubs amateurs, il y en a beaucoup, hein. Donc Ben oui. là encore, et est-ce que vous en cherchez encore des joueuses? Parce que on avait eu aussi un entraîneur qui entraînait une équipe féminine qui nous avait dit, nous, de toute façon, ça se développe et tant mieux évidemment, mais on est toujours à la recherche de joueuses. Est-ce que vous en cherchez encore? Bon, on est toujours à la recherche de joueurs. C'est vrai que nous, dans la région où je suis, c'est vrai que chaque année, nous, quand on était en P1, on avait difficile de maintenir une équipe. Et la meilleure preuve cette année, nous, en deuxième provinciale, bah, ce week-end, en fait, on était bail parce que l'autre équipe a déclaré forfait général pour la saison. Donc, c'est vrai qu'avoir une équipe féminine, c'est pas évident. Mais je sais qu'il y a des clubs qui arrivent à s'en sortir et qui arrivent à faire même 2 équipes. Et chapeau à eux. Donc, C'est oui, non, vrai. c'est toujours, elles sont toujours les bienvenues. Ben voilà, le message est passé, hein. Celles qui entendront ce petit extrait entre nous, n'hésitez pas, si à un moment donné vous avez envie de taper la balle à l'Union Sicilienne en P2 luxembourgeoise, ben voilà, n'hésitez pas à y aller, vous serez bien accueillis. Un petit mot aussi, Sylvie, tu en avais déjà commencé à en parler, sur finalement ce choix que tu as fait à un moment donné. Quand est-ce que d'abord tu as fait le choix de te diriger aussi vers l'arbitrage? Il y a 6 ans. Il y a 6 ans. Ouais. Et comment se sont passés les débuts? Ben, j'avais un peu d'appréhension. Et d'ailleurs, ma maman me posait la question si j'avais pas envie de shotter dans le ballon quand j'arbitrais. Ben, je dis non, j'arrive à faire la part des choses. Et c'est vrai qu'au départ, on a un peu, enfin, au premier match, on a un peu perdu sur le terrain parce qu'on ne sait pas trop comment se placer. Mais ce qu'il faut savoir, c'est quand on démarre à notre premier match, il y a automatiquement un observateur du bureau régional d'arbitrage qui vient nous voir pour après nous faire le débriefing et que ça se passe bien aussi et que l'arbitre qui débute bah, ait envie de continuer et d'aller plus loin, quoi. C'est ça. Et alors, dis-nous un petit peu, dans quelle catégorie et niveau as-tu démarré et où est-ce que tu en es maintenant? Puisque là aussi, on va en parler un petit peu. Alors, on démarre automatiquement chez les jeunes. Donc, les premières équipes où il y a des arbitres officiels, en fait, c'est à partir des U14. Donc, là, on commence et c'est des matchs de 2 fois 35 minutes. Donc, on démarre avec les jeunes et puis enfin, en fonction des observateurs qui viennent nous voir et nous suivre et qui nous font des rapports, ben, on peut vite évoluer dans les différentes catégories. Donc, de U14, U15, on passe à U16, U17, voire plus vite chez les U19 ou U21. Et puis après, les jeunes, ben, forcément, c'est l'arrivée, enfin, on arrive aux équipes premières. Donc, on commence avec les troisièmes provinciales pour monter en P2. Donc là, moi, actuellement, je suis arrivée en deuxième provinciale au niveau masculin. Alors, côté féminin, c'est un peu différent parce qu'il y a beaucoup moins de catégories. Donc là, on démarre direct bah, deuxième provinciale et première provinciale. Et puis après, on passe tout de suite aux divisions nationales puisqu'il y a une division 2. Et puis après la division 2, bah, on a directement la division 1 où là, il y a déjà des assistants. Et après la division 1, bah, arrive la Super League, donc là, le summum. Mais donc, c'est finalement un parcours assez fulgurant. En démarrant il y a 6 ans, tu te retrouves, parce qu'on doit le dire évidemment, en score Super League pour l'instant. Donc, Ouais. notamment, évidemment, tu ne siffles pas que là, mais sur 6 années, il y a de quoi susciter des vocations. Ah, c'est clair qu'au niveau féminin, il y a moyen
gravir les échelons assez rapidement et d'y arriver. Et c'est vrai que c'est motivant Et quels quand sont on les... fait. si, parce que ça peut faire peur, évidemment. On en parlera là encore aussi en deuxième mi-temps. Hein, une femme qui arbitre notamment des matchs d'hommes. Hein. Il y a beaucoup d'a priori, on va dire, négatifs sur le fait de devoir arbitrer les hommes, sur bah, les mentalités, les réactions dont on doit parfois faire l'objet, tout ce qu'on ne souhaite pas, évidemment. Mais quel message tu pourrais adresser aux jeunes filles qui pourraient soit d'abord jouer au football, soit avoir l'envie à un moment donné de, comme toi, prendre le sifflet? Bah, disons qu'il faut quand même avoir un certain caractère pour pouvoir, bah, je vais dire, encaisser en fait ce qu'on peut entendre sur le bord de terrain. Maintenant, c'est clair qu'on peut aussi faire la demande de ne faire que le foot féminin et donc n'arbitrer que les équipes féminines. D'accord. Maintenant, moi, j'ai fait le choix, bah, voilà, de faire les deux C'est ça. et Donc, puis voilà, une arbitre, éventuellement, pourrait faire le choix de n'arbitrer que dans des catégories féminines féminine. si tel est son Ouais, souhait. ouais. C'est ça. Bah écoute, très bien. Là encore, on espère que des jeunes filles auront l'envie de, voilà, comme toi, prendre le sifflet. Si on doit te demander pour la suite de ta carrière au niveau de l'arbitrage, qu'est-ce que tu espères? Est-ce qu'il y a des rêves, une compétition en particulier dans laquelle tu auras envie de siffler? Bah, je suis déjà bien contente, enfin, je suis contente et satisfaite d'être déjà arrivée en Super League. Maintenant, c'est vrai que l'ultime étape, ce serait peut-être de recevoir éventuellement le badge FIFA. Maintenant, j'en fais pas non plus. Bon, voilà, moi j'ai déjà 36 ans, donc voilà. Maintenant, les jeunes arbitres qui démarrent, effectivement, il y a moyen d'avoir ça en ligne de mire. Et il y en a qui peuvent aussi se baser bah, sur la carrière de l'arbitre française, donc Stéphanie Frappard, qui a même mal gravi tous les échelons au niveau du foot masculin. Donc voilà, moi, le principal, c'est de prendre du plaisir quand je prends mon sac et que je vais arbitrer mon match. Et voilà. Mais tu as bien raison, c'est évidemment le plus important. Mais si certaines ou certains se posent la question, dis-nous un petit peu le badge FIFA, justement, ça permettrait d'arbitrer des compétitions européennes. Oui. C'est ça. Donc ça permettrait d'aller donc au niveau féminin, bah, ça peut être la Champions League féminine, des matchs de qualification pour les Euros ou les Coupes du Monde. Donc voilà, ça permet de partir en fait à l'étranger. Ah, il y a de quoi rêver quand Ouais, même. bah oui, La Score Super League, c'est déjà magnifique, comme tu le dis. Mais c'est vrai que un petit match de Coupe du Monde du monde, ou de Coupe d'Europe, c'est quelque chose, ça doit être assez exceptionnel à vivre. etc. Oui, enfin, je suppose. Ben écoute, là encore, évidemment, de toute façon, on te souhaite de prendre d'abord du plaisir et puis qui sait, hein, au fur et à mesure. Simplement, on fait une petite parenthèse. Tu as mentionné ton âge, tu as vu que je ne me suis pas permis de poser la question, hein, Sylvie, tu l'as dit toi. Mais du coup, je me permets de rebondir un petit peu. Quelles sont les limites d'âge, justement? Parce que tu parlais de ça, justement, pour expliquer que peut-être ça allait être un petit peu court. Quelles sont les limites d'âge, justement, pour pouvoir évoluer? Je pense au niveau national, il y a pas de limite d'âge. Bon, ouais, voilà, ce qu'il y a toujours, c'est en fonction des compétitions qu'on arbitre, bah, il y a des tests physiques forcément chaque année à réussir. Donc, il y a un moment, peut-être qu'avec l'âge, ben voilà, on n'arrivera peut-être plus à faire les sprints ou le test d'endurance sur les intervalles. Mais voilà, maintenant, je sais qu'au niveau FIFA, il y avait des limites d'âge. Maintenant, je ne sais pas. J'ai en tête que c'est 45 ans, mais j'ai aucune idée si c'est toujours d'actualité C'est ça. Mais donc, c'est soit ou ça. effectivement des limites d'âge, soit au pire, de toute façon, l'état physique qui doit permettre encore de suivre le rythme. Ouais. Voilà. Ok, bah écoute, très bien, merci pour ces informations, Sylvie. On va déjà tout doucement clôturer cette première mi-temps. Ça fait déjà pratiquement un petit quart d'heure qu'on discute ensemble, donc ça va relativement vite. On a encore quelques petites choses à voir en deuxième et en troisième mi-temps. On clôture toujours cette première mi-temps par un petit quiz. Je t'en ai parlé, très simple. Le quiz s'appelle Tu es plutôt. Je donne deux propositions et il faut choisir entre les deux en répondant évidemment le plus vite possible, sans langue de bois et sans Ouais, joker, bien sûr. bien sûr. Donc voilà, tout le monde pour l'instant, on a eu déjà un arbitre, Marco Simonini, que je salue. Tout le monde joue le jeu. Et évidemment, Sylvie, tu peux revenir après le petit quiz sur un des choix que tu as dû poser si tu veux donner un petit mot d'explication. Ça va. Ok? Alors, Sylvie, tu es plutôt attaque ou défense? Attaque. Tête ou reprise de volée? Tête. La Liga ou la Première Ligue? La première ligue. Faute d'anti-jeu ou simulation? Euh, Anti-jeu. Siffler un coup franc ou un penalty?
Un coup franc. Eden Hazard ou Kevin De Bruyne? Kevin De Bruyne. La Jupiler League ou la Score Super League? La Score Super League. Donner 2 jaunes ou un rouge direct? Je vais dire que ça dépend de la faute. En fait, s'il faut sortir la rouge directe, ce sera la rouge directe. On la laisse passer. Joueuse ou arbitre? Arbitre. Les Diables Rouges ou les Red Flames? Les Red Flames. Arbitre central ou juge de ligne? Arbitre central. Chimay ou Orval? Orval. Tension sur le terrain ou dans la tribune? Dans la tribune. Le foot dans le Liégeois ou dans le Luxembourg? Liégeois. Et arbitrer un jour en Ligue des Champions ou en Coupe du Monde? En Coupe du Monde. Et la dernière, foot amateur ou foot pro? Foot amateur. Ah bah écoute, merci Sylvie d'avoir joué le jeu. 15 questions de rapidité sans t'arrêter. Tu peux revenir si tu le souhaites sur voilà, un des choix que tu as dû poser. L'histoire de la carte rouge ou les 2 cartes jaunes, comme je dis, je vais dire s'il faut sortir la carte rouge directe parce que la faute le mérite, je le ferai. D'ailleurs, cette saison, j'ai fait 5 matchs en Super League, j'ai déjà sorti 3 cartes rouges directes. Parce que voilà, c'était le règlement. Donc voilà, il faut. Si le règlement doit s'appliquer, effectivement, tu l'appliques. Par contre, on a senti effectivement Score Super League, les Red Flames, tu défends quand même ardemment le football féminin. Voilà, oui. Tu as bien raison. Tu as bien raison. Et donc, dernière petite parenthèse, Chimay ou Orval, c'était évidemment un petit clin d'œil, puisque tu peux nous rappeler ta fonction. Je suis responsable production à la brasserie d'Orval. Maintenant, la Chimay reste partie des bières trappistes, donc il n'y avait aucun souci dans les 2 choix. J'aurais fait les 2 si on avait pu. Les 2 auraient été bonnes, mais donc tu as quand même fait le choix. Écoute, merci Sylvie là encore d'avoir joué le jeu. On se quitte simplement quelques petites secondes pour un petit jingle et on enchaîne tout de suite ensemble en deuxième mi-temps. On est déjà de retour pour cette deuxième mi-temps, toujours avec Sylvie Dekers, arbitre ACFF. Sylvie, tu le découvriras dans les décors. On était en première mi-temps dans le vestiaire. On se trouve maintenant sur le terrain. Donc voilà, on a chaussé nos habits de lumière avec maillot, short, protège-tibia. Et on a quelques sujets qu'on voulait aborder évidemment ensemble, profiter de ta présence, notamment pour aborder le lapsus, l'arbitrage féminin. Faire un petit peu, on a parlé de toi, on va parler de manière un petit peu plus générale ici, voir un petit peu avec toi où on en est et quelles sont les difficultés, notamment pour les femmes arbitres. Dis-nous un petit peu. Disons, quand on fait les matchs masculins, ce qu'il y a, il y a parfois des préjugés. Et je vais vous le dire, je l'avais déjà sorti sur certaines interviews que j'avais déjà pu donner. Il y a un match, je me souviens qu'on m'avait déjà dit, va plutôt faire ta vaisselle plutôt que d'arbitrer. Ouais. Donc voilà, c'est pour ça quand j'avais dit qu'il fallait un certain caractère, c'est de pouvoir encaisser des remarques comme ça qu'on entend pendant le match et après faire abstraction et se dire, voilà. Est-ce que c'est encore régulier ça, Sylvie? Parce que évidemment, c'est tout ce qu'on n'aime pas entendre, bien sûr, mais est-ce que c'est encore régulier? Parce que finalement, ça ternit l'image du football et du football amateur dans sa globalité. Donc, est-ce que malheureusement, ça arrive encore régulièrement? C'est une des rares occasions, un des rares matchs où j'avais eu des commentaires comme ça. Maintenant, depuis, j'en ai plus eu. Donc maintenant, ce qui arrive souvent, c'est d'avoir les spectateurs ou les joueurs qui contestent automatiquement les décisions qu'on prend parce que ils estiment qu'on n'a pas bien vu, etc. Maintenant, il y a des fois, j'ai presque envie de leur donner le sifflet et qu'ils le fassent à notre place, quoi. Mais c'est bien parce que ça, Marco Simonini que j'avais eu, qui est également arbitre, nous avait dit exactement la même chose. Donc tu vois comme quoi, ça c'est pas lié au fait d'être une femme ou un homme. C'est simplement les gens qui prennent plaisir malheureusement à se plaindre et à être auto-persuadés qu'ils feraient mieux à la place de l'arbitre en question. Ça, c'est évidemment un des grands problèmes qu'on a dans le milieu. Est-ce que tu penses, toi, justement, que de temps en temps, il y a une appréhension négative sur le fait que ce soit une femme qui vienne arbitrer la rencontre et que parfois des réactions des joueurs, notamment, peuvent être justement liées à ta présence?
Bah, c'est vrai que j'ai déjà entendu quand je faisais les matchs de jeunes, bah, pendant l'échauffement, bah, moi j'allais voir checker, enfin les filets, que le terrain était conforme, etc., qu'il n'y avait pas de blocs de béton, des goals plus petits qui traînaient dans la zone neutre, etc. Et c'est vrai que parfois j'entendais la réflexion, oh, c'est une dame qui est là, et puis voilà. Et puis au final, moi ça ne me marquait pas. Et une fois qu'on était sur le terrain et que le match commençait, bah, quand les joueurs voient qu'on suit, qu'on est près des actions, qu'on prend les décisions, enfin, qui sont correctes, etc., ben là, ça apaise tout de suite et finalement, ils ne remarquent même plus si on est une femme ou un homme. Et ici, c'est vrai que dans la province de Luxembourg, puisque c'est depuis le 1er juin de cette année que j'ai changé de la province de Liège vers la province de Luxembourg, ben, je vais dire, ils sont surpris parce que bon, voilà, je suis la seule femme actuelle dans la province de Luxembourg puisque ma collègue a arrêté malheureusement cette année. Et, euh, et du coup, voilà, oui, ils sont contents. Et il y en a beaucoup qui me félicitent à la fin, qui me disent, bah voilà, que j'avais bien arbitré. Et puis voilà, ici, je suis passée assez vite de la troisième provinciale à la deuxième provinciale. Donc, preuve que finalement, voilà, on peut s'en sortir aussi et se faire respecter aussi par les joueurs, parce que ça, c'est le plus important. Exactement. Et c'est à tout à ton honneur, évidemment. C'est de par tes qualités en tant qu'arbitre que finalement tu réussis à te faire accepter, comme ça pourrait être le cas pour n'importe qui, homme ou femme, Ouais. évidemment. Donc, mais dis-nous un petit peu, quel est ton avis sur bah, évidemment, le manque d'arbitre, hein, on va en parler, mais ça, c'est pas propre aux dames ou aux hommes. C'est le manque d'arbitre, il est général et il est criant dans le milieu. Mais ici, simplement d'abord pour aborder la partie féminine, dis-nous un petit peu, qu'est-ce qui fait que pour l'instant, il y a si peu de femmes arbitres? Ben, je ne sais pas s'il y a une différence entre le nord et le sud du pays parce qu'on a créé enfin, un groupe avec les arbitres féminines, mais que ce soit néerlandophone ou francophone. Et je constate que du côté néerlandophone, il y a vraiment de la volonté, beaucoup de filles qui se lancent dans l'arbitrage. Côté francophone, ça a peut-être un peu plus de mal à démarrer, mais bon, voilà, j'espère que ça va peut-être susciter des vocations Mais et que je vais. il le faut évidemment, mais comment expliquer? C'est difficile à comprendre évidemment, mais comment expliquer, comme tu le dis, qu'au Nord, il y ait une forme d'enthousiasme et que ça viendra peut-être, et on l'espère, hein, du côté francophone, mais en tout cas que ça mette plus de temps à ce que ce soit la même chose. Je ne sais pas s'il y a une autre culture côté néerlandophone ou est-ce parce qu'il y a peut-être les deux arbitres néerlandophones qui avaient les badges FIFA et qui avaient peut-être plus de visibilité. Maintenant, ce qui est pas mal depuis la saison passée, c'est la Score Super League qui est aussi diffusée cette saison. Maintenant, c'est tous les week-ends qu'il y a un match qui est diffusé. Donc, ça permet aussi de mettre en avant les arbitres féminines puisqu'ils essayent d'en désigner au maximum. Donc, moi, j'ai eu l'occasion la semaine passée de faire le match Oudeverlee Leuven contre Genk avec deux assistantes néerlandophones et c'était très chouette de collaborer avec elles. Et puis voilà, on s'était bien plu à ce match-là et voilà, j'espère que ça va susciter aussi le fait que le match soit télévisé, bah, des vocations et que les filles vont se dire, bah tiens, pourquoi pas moi de me retrouver aussi un jour à la TV et de faire un match. Ben oui, tout à fait. Il y a évidemment une fierté, hein, à arbitrer une rencontre qui est télévisée. Et tu fais bien justement de le signaler parce que tout le monde le dit au fur et à mesure des semaines, ça passe aussi par la médiatisation, d'abord du football féminin de manière générale, mais aussi au niveau de l'arbitrage féminin, que des jeunes filles ou des moins jeunes, peu importe, puissent en tout cas se dire, bah, tiens, voilà un objectif que j'aimerais atteindre, siffler à un certain niveau, certes, mais pourquoi pas siffler des rencontres qui sont télévisées comme toi, tu as la chance d'en vivre pour l'instant. Oui. C'est ça. Bah, écoute, merci Sylvie. Là encore, quelques petits points qu'on voulait aborder. On est toujours de manière générale sur la place des femmes dans l'arbitrage. Est-ce que, de par ton expérience et pour avoir finalement grandi dans le milieu, est-ce que tu as quand même l'impression que les choses évoluent de manière positive? Euh, Maintenant, je ne sais pas au Tu n'as niveau pas de l'air mes convaincu collègues. là, Sylvie. Ouais, j'espère pouvoir susciter des vocations et qu'il y ait de plus en plus d'arbitres francophones, enfin, qui se décident et qui décident de franchir le pas. Maintenant, c'est vrai qu'avec la saison passée et le Covid, ben, on s'est beaucoup moins vu et on a eu moins l'occasion de se côtoyer ou de faire des stages, etc. Donc voilà, maintenant, c'est clair que il y a du travail à faire pour recruter, même au niveau masculin, c'est pas évident de trouver des arbitres et je vois bien chaque semaine dans la province de Luxembourg, il y a des clubs qui se plaignent qu'ils n'ont pas d'arbitre officiel désigné, mais ne tient qu'à eux à motiver leurs affiliés
de se dire, bah, tiens, il y aurait déjà un ou deux arbitres officiels par club de foot, bah, je vais dire que ça simplifierait la vie Tout dans à les fait. désignations. Hein. Et je te rassure, Sylvie, tu parles évidemment de la province de Luxembourg que tu connais bien, c'est le cas dans toutes les provinces. Oui. Tout le monde tient malheureusement, hein, évidemment, mais tout Ouais. le monde tient les mêmes discours, se plaint évidemment du manque d'arbitres, que ce soit dans les jeunes ou les moins jeunes, finalement, peu importe les catégories, mais ce manque d'arbitres, il est criant. Donc, si justement, ça faisait partie des points qu'on devait aborder, mais le futur de l'arbitrage. Qu'est-ce qu'on peut espérer dans le futur de l'arbitrage, que ce soit féminin ou masculin ici? Comment, on l'a dit, susciter des vocations, comment donner l'envie. J'avais discuté avec une personne, notamment de la CFF, qui expliquait l'importance de, pas redorer le blason, en tout cas du rôle de l'arbitre, mais en tout cas de le recentrer au cœur du jeu et que ça redevienne un acteur majeur du jeu plutôt que quelqu'un qui représente uniquement l'autorité, le fait de venir imposer des règles, des choix. Et qui soit bah, souvent la cible de critiques, comme c'est trop souvent le cas. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui te paraît cohérent dans le futur, d'essayer de faire en sorte que, voilà, arbitre, homme, femme, redevienne un membre comme un coéquipier, comme un entraîneur, comme un président de club? Bah, je pense, parce que ce qui est clair, c'est que s'il n'y a pas d'arbitre, il n'y a pas de foot. Donc voilà, il y a un moment, il faut que les gens se rendent compte aussi. Enfin, c'est parfois ce que je discute aussi avec les spectateurs après le match, c'est qu'ils se rendent pas compte qu'à force de crier tout le temps sur l'arbitre pendant le match, bah, l'arbitre, quand il rentre chez lui, il se dit, il a fait peut-être un mauvais match, etc. Il va peut-être se dire, bah, c'est plus pour moi, et donc il va décider d'arrêter. Moi, je pense, j'ai commencé bah, l'arbitrage, j'avais 30 ans, et avec toute ma carrière scolaire et les expériences que j'ai pu vivre avant, je pense que c'est ce qui fait que je suis encore là aujourd'hui. Maintenant, comme je dis, j'aurais dû démarrer à 18 ans. Je suis pas convaincue que je serai encore là. Oui, Parce bah, que j'avais peut-être pas le caractère, l'école de vie que j'ai eue, etc. et les expériences. Et voilà, maintenant, on ne refera pas le passé. Je n'ai pas commencé à 18 ans, j'ai commencé à 30 ans. Donc, mais tu fais bien de le dire, là encore, c'est un élément important. Je le cite à nouveau parce qu'on en avait discuté, mais c'est vrai que Marco Simonini nous disait aussi qu'évidemment, il y a cette notion de caractère. Il faut pouvoir, de toute façon, dans le rôle global de l'arbitre, pouvoir s'imposer dans les rencontres qu'on doit siffler. Mais c'est vrai que ce que beaucoup d'acteurs du milieu oublient, quasiment tous les week-ends, c'est que finalement, l'arbitre est là avant tout pour prendre aussi du plaisir. Et c'est vrai que ouais. lui me disait aussi très justement que c'était un passionné, qu'il avait aussi envie que la rencontre, certes, il est là pour, voilà, pour prendre les décisions, évidemment, ça fait partie du rôle, mais que lui, avant tout, venait le week-end avec son sac aussi Ouais. pour passer un bon moment autour du football, même si lui a un rôle différent, et que ce qu'il espérait, c'était de rentrer à la maison en se disant, ben, j'ai sifflé de la bonne manière, mais surtout, j'ai passé un bon moment, on a communié. Ouais. Et ça se perd, Sylvie, ou on va plutôt dans le sens positif. Moi, c'est ce que je veux Ben, savoir. c'est clair qu'on fait ça par passion et comme un hobby, parce qu'il faut pas oublier, ben, on a déjà le déplacement de notre lieu de domicile jusqu'au terrain. Moi, j'essaye d'être là 1 heure avant l'heure du début du match, parce que bon, voilà, il faut vérifier le terrain, il faut s'assurer que les deux équipes n'ont pas les mêmes jeux de maillot. Il faut faire la feuille de match, ce qui n'est pas toujours évident parce que parfois les connexions Internet sont un peu récalcitrantes, ou il y a un joueur qui risque de se blesser, ou etc. Et puis puis après il y a le match qui dure quand même 1 heure et demie plus le quart d'heure de la mi-temps. Puis après rentrer chez soi. Donc finalement on passe quand même un certain nombre d'heures pour une passion. Alors comme on se dit, si c'est pour se faire insulter ou crier dessus, parce que voilà, bah après on se dit ouais, on passe quand même presque une demi-journée par week-end pour un match de foot. Si c'est pour y aller avec les pieds de plomb, bah autant ne plus y aller. Tout à fait. Ben, on le comprend là encore tout à fait et c'est bien justement d'avoir ton témoignage par rapport à ça. Dernière chose peut-être pour cette deuxième mi-temps, on avait évoqué encore une fois d'une précédente émission, peut-être parfois le manque de communication qui peut y avoir entre les arbitres. Et là, je ne parle pas pendant une rencontre, je parle dans le milieu de manière générale. C'est vrai que les clubs, les adversaires, les entraîneurs, les joueurs, beaucoup se connaissent entre eux. On se rencontre au fur et à mesure des semaines. Il y a par contre plutôt une forme de distance avec les arbitres. Est-ce que ça, c'est quelque chose que toi, tu essayes d'entretenir au quotidien, d'avoir de temps en temps des échanges avec des gens du milieu pour arriver en terrain moins hostile, je vais dire? Ouais, ce qu'il y a, c'est qu'après le match, moi, j'aime encore bien de discuter après. C'est ça qui est chouette ici quand je suis passée en troisième provinciale, donc en équipe première, c'est que finalement, après, on peut discuter avec les joueurs, avec les délégués.
Quand on faisait les équipes de jeunes, bah là, c'était plutôt, bah voilà, on nous offrait notre verre et puis voilà, on était sur le coin de la buvette et à la limite, si on retournait, bah voilà, on nous avait pas vus. C'est Et ça. donc ça, c'est chouette de pouvoir échanger aussi sur les phases de match parce que c'est clair que, bah voilà, on reste un être humain qui peut se tromper aussi. Donc moi, ça m'est déjà arrivé pendant le match de donner la touche dans la mauvaise direction et les joueurs, bah, fair play, ont rendu le ballon. Donc voilà, C'est maintenant ça. c'est clair aussi, on a des entraînements provinciaux et ça permet aussi d'échanger avec les collègues, ben voilà, d'une phase de jeu qu'on a eue ou de demander des conseils pour éviter que ça se reproduise ou si on n'est plus trop sûr sur quelque chose. C'est ça. Bah écoute, là encore, merci Sylvie pour tous ces points qu'on aura abordés ensemble. Là encore, le temps file. En parlant de passion, on va déjà clôturer cette deuxième mi-temps. Je fais simplement une petite parenthèse. Lorsque tu redécouvriras l'émission et toutes celles et ceux qui nous suivent découvriront l'émission, entre notre deuxième mi-temps maintenant et la troisième mi-temps sera intégré simplement un coup de cœur. Chaque semaine, on met en avant une action solidaire, sociétale ou innovante dans le milieu du football amateur. Ici, c'est le cas. C'est axé sur la formation avec un jeune passionné qui a sorti un livre. Donc voilà, on avait souhaité le mettre en avant. Cette séquence sera intégrée ici justement après cette deuxième mi-temps. Et juste après, on enchaîne et on se retrouve ensemble pour la troisième mi-temps. À tout de suite. Nous sommes de retour cette semaine pour une nouvelle séquence coup de cœur. Ravi encore une fois d'être avec vous pour mettre en avant des actions solidaires, innovantes. Et pour le coup, cette fois-ci, c'est un petit peu différent que les précédents coups de cœur qu'on a eus. On a décidé de mettre en avant une initiative un petit peu particulière, la parution d'un livre. Et on accueille pour ce faire, on va en parler tout de suite, Adriano Tancredi. Bonjour Adriano, comment vas-tu et est-ce que Bonjour à tu m'entends? tous. Oui, Julien, je t'entends bien. Bonjour à tous et merci de m'accueillir dans votre émission. Avec grand plaisir. Ben, écoute, c'est un petit peu particulier, hein, ce coup de cœur. Comme tu le sais, hein, on aime mettre en avant des initiatives entreprises par des clubs ou en tout cas qu'on estime qui méritent d'être soulignés dans le milieu du football et particulièrement du football amateur. Ici, tu as écrit un livre qui s'appelle Apprendre à former au football. On a un petit peu échangé ensemble. Moi, j'ai pris plaisir à le parcourir. J'ai trouvé ça très sympa et donc tu vas nous présenter un petit peu tout ça. D'abord, par contre, petite présentation te concernant. Dis-nous un petit peu qui es-tu et quel est ton parcours. Voilà, d'accord. Donc, je m'appelle Adrien Crédit, comme tu as déjà dit. Je suis professeur de sport et j'ai fait une formation de coach sportif aussi. Je suis dans le football depuis tout petit, forcément, et j'adore vraiment ça. Et dans la formation du football, j'ai fait 5 ans en amateur pour ensuite m'orienter vers l'élite, où j'y suis depuis 2 ans au club de Moucron, en Royal Belgique. Excelsior Moucron, effectivement, ouais. Excesseur Moucron, exactement. Voilà, c'est ça. Et mon objectif, j'adore vraiment transmettre mes connaissances. C'est pour ça que je suis prof d'ailleurs, et c'est ce que j'aime dans le football. Et j'ai eu la chance de faire vraiment beaucoup, beaucoup de formations. Donc j'étais à Lyon, une formation faite par Pierre Sage, où il y avait de très bons intervenants comme Fabien Dupuis, François Kieffer, etc. J'ai fait une formation à Paris, j'ai fait une formation dans beaucoup de villes en Belgique, Louvain, tout ça, à Moucron aussi. Et je me suis dit que j'ai eu moi la chance de faire tout ça. J'ai acquis beaucoup de choses que les gens ne savent pas. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas tout mettre dans un livre pour améliorer justement ce football, principalement améliorer ce football amateur, parce que c'est un peu pour ça que je suis parti du football amateur. Il y a beaucoup de choses qui me décevaient. Et je me suis dit que c'est en l'améliorant qu'on pourrait donner la chance à beaucoup de coachs, de formateurs, de savoir bien donner les séances et du coup aux jeunes enfants de s'améliorer. Très bien, bah écoute, on a évidemment compris le principe et c'est plus qu'honorable, hein. Tu mets le doigt sur peut-être le sujet qui fait le plus réagir dans notre cher milieu du football amateur, la formation et l'envie de certains formateurs d'en apprendre plus sur des méthodes de formation. Donc voilà, quand est-ce que d'abord cette idée a démarré? Parce que le fait voilà, de sortir un livre, je pense qu'il y a 232 pages, c'est quelque chose comme ça? C'est ça, 230 pages, oui. Voilà, C'est ça. 232 pages, donc ça prend quand même un petit peu de temps. Il y a eu des échanges, on va y revenir rapidement ensemble, mais tu as de nombreux formateurs qui ont participé aussi, qui ont mis un petit mot dans le livre. Dis-nous un petit peu d'abord quand l'idée t'est venue et puis combien de temps ça t'a pris pour tout ça? Alors, l'idée m'est venue, je vais dire un petit peu à la fois. J'écrivais souvent des petites informations, donc j'ai une page de coach sportif sur Facebook, et j'écrivais des Tu petites peux la citer informations hein, pour si ça tu me veux. Chez plaisait. nous, tu sais, il n'y a pas de problème. Tu peux mentionner sans aucun souci. D'accord.
Ça, c'est Adriano, coach sportif sur Facebook. Voilà. Et donc, je partageais pas mal d'informations que j'avais apprises de moi-même. Et un peu à la fois, je me suis dit que tout ce que je sais maintenant, j'aurais aimé le savoir au début où j'entraînais, parce que j'ai fait beaucoup d'erreurs comme tout le monde, et ça m'aurait peut-être évité ça. Et j'ai dû dépenser pas mal d'argent et utiliser beaucoup de temps pour faire toutes ces formations, voyager aussi. Et je me dis que ça pourrait vraiment aider et que j'étais très, très motivé à faire ça. Et je me suis dit, qu'est-ce qui me manque dans le football pour améliorer le football amateur principalement? Je précise dans mon livre que ça pourrait intéresser pas mal aussi de formateurs élites, mais les formateurs élites ont un bagage un petit peu plus conséquent. Je précise aussi qu'il y a des très, très bons formateurs en amateur, tout autant qu'en élite, il n'y a pas de problème. Mais je pense que si on fait un pourcentage, voilà, le pourcentage est un peu différent. Et il y a plus de formateurs en amateur qui seraient intéressés par s'améliorer. Oui, et puis de toute façon, sur le principe, on considère que tout le monde peut apprendre de n'importe qui à n'importe quel moment. Donc, peu importe le rôle qu'on occupe dans le milieu. C'est ça. Et donc, j'avais vraiment envie de transmettre tout ça. Et c'est pour ça que j'ai commencé à écrire ce livre. Au début, je partais sur une idée de 75 pages en me disant si c'est trop grand, ça n'ira pas, tout ça. Des gens seraient peut-être pas intéressés par l'acheter. Et à force de rajouter des idées, de faire des formations, de rajouter ce que j'avais appris, de lire des livres moi-même et de rajouter, on est arrivé à 232 pages. Le livre est assez aéré aussi, hein, donc c'est 232 pages, mais c'est fait exprès aussi pour que ce soit plaisant à lire. J'ai vu ça. Donc, voilà, il est facile à lire, c'est assez intuitif aussi. Voilà, effectivement, ça se lit, ça se parcourt facilement. Voilà, c'était aussi dans l'objectif. On lit vite 10, 20, 30 pages. Ça, voilà. Je ne sais pas combien de temps exactement lire, parce que moi, à force de lire, forcément, non, je le lis vite. Mais je pense en première lecture, ça va assez vite. Mais avec le plus d'informations possible de toutes, comme j'ai dit, mes formations et mes études, sans être non plus trop dans la difficulté, parce que forcément, il existe des livres sur la préparation physique, des livres comme ça, mais il faut déjà un certain bagage pour comprendre. Et si j'essaie de toucher tout public, quitte à ce que certains formateurs s'ennuient ou n'apprennent rien sur quelques pages, mais apprennent ailleurs, et d'autres formateurs peuvent apprendre totalement. C'est vrai. Écoute, merci. On sent évidemment la passion, hein. Nous, c'est ce qu'on aime dans l'émission. On sent le travail derrière d'un passionné. Moi, j'ai eu le sentiment, en tout cas en le parcourant, que c'était vraiment fait pour aider, pour conseiller, sans forcément vouloir imposer. C'est ce que j'ai trouvé agréable dans ta manière d'écrire notamment. Chacun y puisera ce qu'il a envie d'y puiser et puis adaptera aussi en fonction de ce que lui a envie de faire et en apportant sa touche personnelle évidemment. Mais c'est vrai qu'il y a énormément de choses intéressantes. Tu abordes notamment la vision de la formation, les transitions dans les différents formats de jeu, de 2, 3, 3, 5, 5 jusqu'à 11 contre 11 évidemment, les préparations physiques et mentales ou encore la nutrition du footballeur, même la neuroscience. J'ai vu que tu l'abordais aussi. Il y a même des exercices qui sont donnés, que ce soit des exercices de jeu réellement pour intégrer dans des entraînements ou des exercices d'étirement, d'assouplissement ou autre. Donc voilà, il y a beaucoup finalement d'informations d'abord très claires et surtout très faciles à récupérer. Ça fait, je pense, un chouette livre à avoir sur une table de chevet ou quand il n'y a pas grand-chose à la télévision. Donc voilà, moi sincèrement, je le conseille aux amateurs de football. Et alors, je le précise tout de suite, Adriano, on ne se connaît pas. Hein, je n'ai pas d'intérêt particulier à mettre en avant ton livre. Je n'ai rien à gagner du tout, je le dis tout de suite. Et je pense que ton projet, on en a un peu discuté ensemble, n'est pas forcément de devenir millionnaire avec ce livre. C'est ça. Oui, non. Et d'ailleurs, j'aimerais, c'est ça préciser. Mon objectif, c'est de transmettre. Et je sais que voilà, ça n'intéresse peut-être pas les gens, mais je touche 40 cents par livre vendu. Donc, à côté du temps que j'ai mis, et même parce que j'ai offert des fois certains livres à gauche, à droite, le but, c'est vraiment pas m'enrichir, mais de transmettre l'information. Mais là encore, c'est tout à ton honneur d'abord de dire ce que tu vas gagner, ce qui effectivement est fait. Donc, je le dis, pour celles et ceux, on mettra le lien de toute façon, Adriano, dans la petite séquence qu'on publiera évidemment. Il est vendu sur Amazon pour l'instant au prix de 26,38 € précisément. Et donc, effectivement, tu nous as renseigné ce que tu gagnais. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il va falloir en vendre des millions pour gagner un petit quelque chose. Donc, le principe, effectivement, c'est bien de transmettre, voilà, de donner des informations. Et c'est ce qu'on trouvait aussi très intéressant, comme tu l'as très justement dit. La notion de formation, elle est particulièrement importante. On parle de plus en plus, pour pas dire tout le temps, des diplômes et de l'importance des formateurs qui doivent se former justement. Bah, ici, c'est un chouette petit livre pour accompagner tout ça. Dis-nous un petit peu. On termine tout doucement déjà. Hein. Ça fait déjà pratiquement 10 minutes qu'on discute ensemble. Quand on parle foot, Adriano, ça va toujours vite. Hein. Ça, je le dis toujours. On a toujours une petite séquence pour terminer.
sur le ton de l'humour, je vais dire. Cette petite séquence s'appelle la baguette magique. On te donne maintenant une baguette magique. Tu oublies le quotidien, le monde dans lequel on est pour l'instant, les difficultés qu'il y a notamment à faire de la publicité sur un livre qu'on sort. Dis-nous un petit peu quel est le souhait, quel est le rêve. Disons que le rêve, c'est que, déjà, pour faire un lien avec ce livre, c'est que ce livre aide vraiment un maximum de formateurs, aide le plus de formateurs possible à s'améliorer pour que ces personnes sachent, faire leur formateur qu'ils veulent devenir, tout simplement, et que le football devienne le football plaisir plutôt que le football qu'on peut voir un petit peu trop, un peu partout. Voilà. Très bien. Bah, écoute, merci. Il y a aussi, pour ça, je sais que c'est fort apprécié dans le milieu, donc je l'ai dit évidemment, il y a des écrits de certains autres formateurs, mais il y a aussi, j'ai vu que tu plaçais systématiquement à plusieurs moments des citations de grands entraîneurs et de grands noms du football. Est-ce qu'il y en a une comme ça qui te vient à l'esprit que tu aurais envie de nous partager? J'avoue que j'en ai mis pas mal. Du coup, une par cœur, dire comme ça, non. Mais ce qui m'intéresse le plus, je reviendrai là-dessus, c'est surtout le passage sur la neuroscience et sur d'autres choses, c'est où le principal, c'est de prendre du plaisir dans ce qu'on fait et c'est la seule manière de progresser. Tout à fait d'accord. Bah, écoute, tu termines sur la plus belle des notes. Effectivement, je partage complètement cet avis. Là encore, c'est quelque chose qui évoque de nombreuses choses positives dans le milieu qui sont parfois pas toujours privilégiées, hein. On parle souvent de compétitivité, d'élitisme et autres. Cette notion de plaisir, je pense on est bien d'accord, ça doit rester primordial et le plus important dans tout le parcours, qu'on soit joueur, formateur ou n'importe quelle autre fonction qu'on peut occuper dans le milieu du football amateur. Bah, écoute, merci Adriano pour ce chouette moment. J'invite toutes celles et ceux qui verront cette séquence à aller se renseigner sur Amazon, c'est très facile à retrouver. Donc le livre s'appelle Apprendre à former au football. Adriano Tancredi, un passionné qui aura mis du temps pour aider les formateurs et les futurs formateurs. Donc n'hésitez pas, allez-y et vous repartirez avec plein d'informations. Je te souhaite le meilleur, Adriano, que ce soit à titre personnel ou évidemment dans ton parcours de formation et tes activités professionnelles. Merci, je te souhaite la même chose. Eh ben, merci beaucoup. Merci beaucoup, Adriano, et au plaisir. Merci. Avec plaisir. Au revoir. Au revoir. Nous sommes déjà de retour, Sylvie, pour cette troisième mi-temps. Là encore, tu le découvriras, on est dans un décor un petit peu plus confortable, la buvette, hein. Donc, on a bien mérité, après être passé dans le vestiaire et sur le terrain, on se retrouve maintenant dans la buvette. Encore quelques petites choses à voir ensemble. On démarre toujours cette troisième mi-temps par un deuxième petit quiz. Là encore, je t'en ai parlé, celui-ci est très simple, encore plus que le premier. Il s'appelle « Tu es fan de ». Je cite simplement quelque chose et tu me dis ce qui te vient à l'esprit. Ça marche. Ok. Alors, Sylvie, tu es fan de un joueur belge, Kevin De Bruyne, un championnat étranger, la Bundesliga, une sélection nationale, la Mannschaft, un entraîneur, Pep Guardiola, une coéquipière. Il pourrait y en avoir beaucoup, hein. On ne veut froisser personne, mais Oui, c'est ça. Bon. si tu en cites une, actuelle ou ancienne, comme tu veux. Ah, C'est pas évident. Pas facile. Je vais dire Virginie. C'était notre ancienne capitaine. Ah ben voilà. Et Virginie, comment? De l'espèce, qui Ah est ben notre voilà. coach maintenant. Elle Voilà. est passée, écoute, merci. Un ou une collègue arbitre. Là aussi, c'est le moment. Véronique. Véronique. Et un joueur dont tu étais fan étant jeune. Jürgen Klinsmann. Klinsmann. Le meilleur joueur du monde actuellement. Messi. Messi. Le meilleur gardien actuellement. Manuel Neuer. Manuel Neuer. Et une équipe dans laquelle tu aurais rêvé jouer. Le Bayern Munich. Bayern Munich. Et la dernière, une bonus, une expression liégeoise ou luxembourgeoise, comme tu veux. Oufti. Oufti, tu as pris la plus classique, hein, Oui. de Liège. Mais écoute, merci Sylvie, là encore, d'avoir joué le jeu pour ce petit quiz. Bon, il faut que tu nous expliques évidemment un petit peu qu'est-ce qui fait que Mannschaft, Bayern de Munich, Jürgen Klinsmann, là on sent la passion pour le football allemand.
J'aime bien le foot allemand parce que c'est un jeu direct et moi j'aime. C'est pour ça que tantôt, quand j'ai dit la première ligue par rapport à la Liga, le jeu espagnol avec les passes c'est toujours jouer en arrière, comme c'est un peu le cas actuellement, c'est vraiment pas mon style de jeu. D'accord. T'aimes plus le jeu direct, un peu Ouais. plus dynamique Porté vers l'avant, ouais. qu'on peut voir du côté de la Bundesliga. Et ça, c'est depuis toute petite que t'as toujours été attiré par le football allemand. Oui, parce que je me souviens une fois, maman cherchait après moi et se demandait où j'étais. En fait, j'étais dans le fauteuil en train de regarder la chaîne allemande où il y avait du foot. Je ne comprenais rien parce que je comprenais rien à l'allemand, mais je regardais les images. L'avantage du foot, c'est qu'évidemment, peu importe ce qu'on entend, même si on voit les images, Voilà. on sait suivre quelque chose et s'y intéresser. Voilà. C'est ça. Ben, écoute, merci Sylvie, là encore. On en aura appris un petit peu plus. On saura maintenant que tu es fan de football allemand, de Bundesliga, du Bayern, de Jürgen Klinsmann et autres. Ben, écoute, merci. On enchaîne avec une petite séquence qu'on a toujours avec nos invités. C'est le petit moment souvenir. On demande toujours de nous raconter son pire et son meilleur souvenir, ou l'un des pires et l'un des meilleurs souvenirs. On commence par le pire. Dis-nous un petit peu. Le pire au niveau arbitrage, en fait, je Comme me tu veux, souviens. joueuse ou arbitre, hein, c'est toi qui choisis. Ou un chacun, comme tu veux, vraiment. Non, ce sera plus arbitre parce qu'en tant que joueuse, je ne vois En pas tant que trop. joueuse, c'est des bons. Ouais, le pire est plus facile à trouver en tant qu'arbitre. Je me souviens que j'avais fait un match de jeunes, c'était le premier contre le troisième, et donc le troisième en fait qui recevait devait mener au moins 3 ou 4-0 à la mi-temps. C'était qu'à 0. En deuxième mi-temps, je leur siffle un penalty, ils le ratent. Et au final, l'autre équipe a égalisé. Alors sur une faute de main que je n'ai pas vue. Et donc finalement, c'était une erreur d'arbitrage. Donc après, voilà, finalement cette équipe-là a fini par gagner. Donc après, je m'en suis voulu en moi-même parce que voilà, ça a influencé le score. Après, le délégué de l'équipe qui recevait a été très sympa avec moi et ne m'en a pas voulu du tout. Et il m'a dit, c'est nous qui avons perdu notre match parce qu'on devait mener 5-0 à la mi-temps. Et c'est pas ça qui a fait que. Donc, Ah bah écoute, très bien, merci pour l'anecdote. Et puis encore une fois, voilà, elle est non seulement agréable à entendre, mais elle fait preuve aussi que tu peux tomber sur des personnes qui sont là aussi pour accompagner les arbitres et être compréhensifs par rapport aux erreurs que toutes et tous on peut commettre. Donc merci pour ce souvenir. Bah, ça allait, hein. Le pire, ça allait, il n'était pas oui. trop dramatique et tant mieux, évidemment, tant mieux. Maintenant, on enchaîne avec un peu plus de positif. Dis-nous un petit peu le meilleur. Positif et que je retiens pour l'instant, c'est d'avoir pu officier comme quatrième officiel sur un match amical des Red Flames qui jouait contre la Russie. Donc ça se passait à Tubize en Belgique. Et donc là, c'était quand même un moment magique parce que c'est l'occasion de côtoyer les joueuses de l'équipe nationale. Et donc ça, c'est vrai que c'était un moment, même si bon maintenant avec la Score Super League, il y a quand même beaucoup de joueuses de l'équipe nationale qui jouent dans ces clubs-là. Donc chaque week-end, on a l'occasion aussi de les côtoyer, mais là, de les voir ensemble avec le maillot de l'équipe Ah, nationale, la sélection nationale, c'est quand même toujours quelque c'est, chose à part, évidemment. ouais. C'est ce que les joueurs, en fait, de foot rêvent, c'est de pouvoir y arriver. Autant nous, en tant qu'arbitre, on espère arriver au plus haut niveau, au niveau des championnats arbitrés, eux, c'est ce qu'ils espèrent, c'est les sélections en équipe nationale. C'est vrai. Bah écoute, là encore, donc on peut d'ores et déjà alors te souhaiter qu'un jour tu officies soit le long de la ligne, soit en centrale dans un petit match Belgique-Allemagne, par exemple. Ah, pourquoi pas? Bah écoute, là encore, on te le souhaite, évidemment. On a aussi un petit moment, on demande toujours à nos invités une petite minute prono. Très simple, tu es joueuse, hein, on le rappelle pour l'instant, à l'Union Sicilienne en P2 luxembourgeoise. Donc on va te demander le pronostic de votre équipe en fin de saison et les éventuelles, voilà, une, deux ou trois équipes comme tu veux qui vont se disputer les lauriers en fin de saison dans votre série. Alors, ce qui est très spécifique cette saison dans la province de Luxembourg, en fait, c'est qu'on a deux. Donc, il y a une première provinciale et il y a deux deuxièmes provinciales. Et donc, en fait, là, on a déjà commencé le deuxième tour. Donc, on a déjà commencé les matchs retour. Donc, en décembre, le championnat, en fait, est terminé. Et donc, à partir de janvier, commenceront les playoffs. Donc, ils feront des playoffs avec le dessus de la P1 pour monter éventuellement en D2. Le bas de la P2, de la PA, se battra pour ne pas redescendre en P2. Et alors, ils vont prendre les deux moitiés des deux provinciales pour monter éventuellement en première provinciale. Et alors, le bas des deux deuxièmes provinciales se battra en fait pour du beurre, puisqu'il n'y a pas de troisième provinciale, donc il n'y a pas de descendant. Mais c'est l'occasion de faire
plus de matchs sur la saison parce qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes féminines dans la province de Luxembourg. Donc, nous, on espère, honnêtement, on a déjà gagné un match, donc là, on était contents parce qu'on ne finira pas avec 1-0. Donc, on espère ne pas finir dernière de la phase classique. Et puis après, on jouera sûrement les playoffs pour du beurre. Mais voilà, le principal, c'est de jouer, de se retrouver et de passer de bons moments sur le terrain. La chance d'être quasiment obligé de devoir prendre du plaisir jusqu'au bout. Puisque si, comme tu le dis, c'est des playoffs qui comptent pour du beurre, c'est finalement des chouettes matchs à disputer, simplement sans cette notion de compétitivité et avec juste le fait de prendre du plaisir. Et ça permet toujours de prendre de l'expérience et de faire jouer les joueuses et qu'elles prennent le rythme aussi, parce que il faut quand même pouvoir tenir les 90 minutes aussi. Effectivement, et je suis obligé de te demander, Sylvie, on a certainement déjà dû te le demander, mais qu'en est-il de ton statut de joueuse et d'arbitre? Est-ce qu'à un moment donné, tu vas devoir faire un choix ou par défaut, ou dis-nous un petit peu? Je pense à un moment, il va falloir faire un choix parce que quand on joue, il y a toujours le risque de se blesser. Et c'est vrai que là, quand on regarde dans les différents noyaux, que ce soit chez les hommes ou chez les filles, il y a beaucoup de blessés cette saison. Alors, je ne sais pas si c'est parce qu'il y a eu une année sans match et sans entraînement que les joueurs sont plus sensibles aux blessures cette saison. Donc, c'est clair que là, pour l'instant, du coup, qu'on est redescendu en P2 et qu'on est là plus pour s'amuser que vraiment la compétition. Donc, je fais plus un pas de côté question joueuse et je me focalise quand même plus sur l'arbitrage. Donc, autant les autres saisons, je me mettais en congé, je demandais de ne pas jouer, de ne pas arbitrer de match quand j'avais un match à jouer, que cette saison, mon calendrier est libre pour l'arbitrage. Donc, ils me mettent des matchs quand ils ont envie. Et en fonction, je jongle, je joue, je ne joue pas. C'est ça. Donc, tant que tu peux jongler, tu continueras à jongler un petit peu. Et si à un moment donné, le ballon tombe, ça penchera un petit peu plus du côté de l'arbitrage. Voilà. Très bien. Écoute, merci. On demande aussi toujours, on arrive déjà tout doucement à la fin déjà de cette émission et de ce moment passé ensemble. On demande aussi toujours à notre invité d'adresser un petit message. C'est le moment de passer un message. Tu as évoqué le Covid brièvement. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses. Ça nous a tous beaucoup manqué, que ce soit les interactions sociales, le fait de se retrouver entre amis, peu importe. Mais évidemment, voilà, c'est le moment en tout cas. Dis-nous un petit peu si tu devais adresser un message, qu'est-ce qu'il en serait? Moi, ce que j'espère, et c'est peut-être plus vers les spectateurs ou les joueurs qui rouspètent toujours sur les arbitres, c'est finalement d'être peut-être plus clément et d'arrêter de nous houspiller, parce que le jour où il y aura plus d'arbitres, il y aura plus de matchs de foot, donc les gens ne pourront plus aller au stade le dimanche après-midi. Donc voilà, et d'un autre côté, c'est d'essayer j'espère pouvoir susciter des vocations et n'hésitez pas à franchir le pas. Surtout qu'en plus maintenant, ça a été simplifié c'est des modules à faire en ligne soi-même chez soi. Donc, je vais dire, on peut décider, si on a une heure là en soirée, de suivre le cours d'arbitrage, tandis que moi, je l'ai suivi une fois un samedi toute la journée. Donc là, il fallait être disponible ce samedi-là parce qu'il n'y avait pas d'autres samedi possible. Tandis que maintenant, c'est faisable de le faire en ligne quand on a envie. Et n'hésitez pas à franchir le pas parce que franchement, c'est chouette de rencontrer des gens que j'aurais jamais rencontrés si j'avais pas été arbitre. Et ça permet de passer du bon moment aussi. Écoute, merci Sylvie. Là encore, le message est passé. On espère évidemment qu'il sera entendu. Donc, n'hésitez pas à vous lancer dans l'arbitrage, hommes, femmes, garçons, filles, peu importe. Il y a pénurie pour l'instant. Donc, et si on veut continuer à pratiquer notre sport favori, on a besoin évidemment d'arbitres maintenant et encore plus demain. Donc voilà, là encore, j'espère que ton message sera entendu. Et aussi sur cette notion de conscientisation du rôle de l'arbitre et du rôle qu'ont les supporters et toutes les personnes qui gravitent autour des terrains, le rôle qu'ils ont à jouer aussi pour soutenir finalement l'arbitrage et éviter qu'il y en ait qui, comme ça arrive, qui baissent les bras, comme tu l'as dit pendant notre échange. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour le futur, Sylvie? Que ce soit peut-être encore en tant que joueuse, si tu as un dernier objectif, c'est le moment, ou en tant qu'arbitre. Dis-nous un petit peu, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour le futur? En tant qu'arbitre, de continuer à prendre du plaisir, de continuer à évoluer dans la filière masculine, parce que là, je suis qu'en 2e provinciale, et côté féminin, de continuer à faire la Super League et puis voir plus si jamais ça se présentait et que c'était faisable.
Eh ben écoute, là encore, c'est tout le mal qu'on te souhaite et on préviendra la P1 luxembourgeoise que bientôt Sylvie Dekers arrive, hein. Donc il y aura eu la Mais ils m'ont P3. déjà vu parce Ah, que ben comme on est voilà. en manque d'arbitre, ils m'envoient pour faire la ligne de temps en temps. Donc, Eh ben voilà. Attention, Sylvie arrive. Donc, hein, messieurs de la P1 luxembourgeoise, vous vous tiendrez à carreau et vous l'accueillerez comme il se doit. Ben écoute, merci Sylvie. Dernière petite chose ensemble avant de clôturer. On se fait toujours un petit bilan avec nos invités. On vient de passer plus de 45 minutes à discuter ensemble sous forme de trois mi-temps. Dis-nous un petit peu ce que tu en as pensé, comment tu t'es senti. bah, c'était très chouette parce que j'avoue que je fais pas souvent des interviews ou des discussions comme ça. Donc voilà, bah, je me suis sentie à l'aise parce que j'adore le foot et c'est plus qu'un hobby, c'est vraiment une passion. Donc voilà, quand j'aime bien quelque chose, ça ne me pose pas de problème d'en discuter, de partager et puis voilà. Eh ben écoute, grand merci Sylvie, je partage évidemment, c'était un moment très agréable. C'est comme je le dis systématiquement, à partir du moment où on échange avec des passionnés, on en ressort toujours enrichi parce que les discussions sont intéressantes, les avis sont intéressants aussi. Donc il y a toujours des choses positives à en retirer. Ça a été le cas encore aujourd'hui. On a mis en avant ensemble le milieu de l'arbitrage. J'espère qu'au fur et à mesure, pour être aussi un amoureux du milieu du football amateur et pour y avoir grandi et évolué pendant toute ma vie, j'espère évidemment que les arbitres vont être considérés différemment et ce sera tant mieux évidemment pour les arbitres, mais aussi tant mieux pour le sport qu'on aime tant. Donc merci beaucoup Sylvie pour ce bon moment. Je te souhaite évidemment le meilleur, que ce soit pour l'instant en tant que joueuse à l'Union Sicilienne, tant que tu continues à taper la balle, ou en tant qu'arbitre en Score Super League. Et plus, hein, dès que je verrai dans le calendrier des matchs Belgique-Allemagne, j'aurai une petite pensée pour toi en espérant un jour voir ton nom. Voilà ce que je te souhaite. Le meilleur en tout cas pour la suite, Sylvie, et au plaisir le long d'un terrain. Ben, merci, au plaisir aussi. Merci beaucoup. Merci Oui. Sylvie. Au revoir. Merci, au Au revoir. revoir.